Monsieur le Président, Directeur général, Monsieur le Directeur, mes chers collègues, la Commission des affaires économiques a le plaisir d'accueillir ce matin, comme nous l'avons d'ailleurs fait mercredi dernier avec CMA-CGM, le dirigeant d'une grande entreprise française, en l'occurrence le président directeur général de Dassault Aviation, Monsieur Éric Trappier. Bienvenue, Monsieur le Président. Vous êtes accompagné de Monsieur Bruno Giorgiani, qui est directeur de cabinet, directeur des affaires publiques et de la sûreté, que nous saluons également. Alors, vous le savez, la Commission des affaires économiques, c'est celle de la production, de l'industrie et aussi de la recherche appliquée. J'y reviendrai. À ce titre, votre entreprise, c'est un acteur majeur de l'économie française, puisque vous employez plus de 14 000 salariés, dont 77 %, je veux le souligner, en France. Son chiffre d'affaires s'est élevé l'an dernier à 6,2 milliards d'euros pour toutes ses activités civiles militaires, dont 68 % à l'exportation. Et je rappelle qu'au niveau mondial, c'est maintenant bien connu, plus de 2150 avions d'affaires Falcon et 1000 avions de combat Rafale. Vous y reviendrez certainement. Je ne développerai pas, mais vous comptez aussi beaucoup dans le domaine de la recherche appliquée. Vous savez, nous avons un objectif dans notre commission, je crois que nous partageons tous, c'est la défense de nos capacités productives en France et maintenir l'emploi que ça assure pour nos salariés. Et évidemment, nous sommes directement concernés, État et législateurs, puisque l'État joue un rôle clé aussi, puisqu'il fait aussi la commande publique qui est déterminante dans votre modèle économique. Alors, on n'a pas ici, je pense, l'objet de s'attarder sur les questions de défense, puisque ça concerne une autre commission. Mais je crois qu'ici, nous voulons aborder la situation économique de Dassault Aviation, les choix industriels, le rôle dans l'économie du pays, les difficultés aussi auxquelles vous êtes confrontés. On y reviendra. Je pense évidemment au contexte commercial international complètement bousculé, notamment après les annonces de président Trump en mars 2025. C'est une première question qui reviendra sans doute dans les interventions de mes collègues. Quels impacts des négociations commerciales et de l'accord de la présidente von der Leyen sur votre industrie et comment les droits de douane américains et leur hausse sans réciprocité impactent votre modèle et votre production. Je veux dire aussi que nous sommes ici nombreux à penser que les pays européens doivent d'abord acheter des matériels européens s'ils veulent renforcer leur autonomie, plutôt que d'acquérir de nouveaux matériels américains, comme la présidente de la Commission européenne l'a évoqué dans les négociations en cours avec les USA. Et vous l'avez dit vous-même devant l'Assemblée nationale dans une commission d'enquête récente sur les freins à la réindustrialisation. Dans les faits, la préférence est plutôt américaine et je ne suis pas convaincue que cela changera. Alors, une question aussi, comment le gouvernement et les législateurs doivent-ils agir concrètement, selon vous, pour assurer cette préférence européenne ? Je parlerai également, et je finirai là-dessus, d'intérêt français en la matière. Et je veux finir sur la question de la crise de la sidérurgie européenne et française. Il n'y a pas un mois qui passe sans une fermeture d'usine de métallurgie. Évidemment, vous êtes affectés puisque vous avez 4000 PME, ETI qui sont vos fournisseurs et sous-traitants en France. On y reviendra aussi. Vous êtes évidemment aussi président de l'UIMM. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que je veux d'abord vous céder la parole et céder la parole aux différents groupes parlementaires. J'ai compris que vous aviez une obligation à 12h15 par là, dans ces eaux-là. Donc voilà, je serai particulièrement, du coup, vous me le permettrez, exigeante sur le temps. En ce qui concerne mes collègues, et bon, je vous avais expliqué un peu les règles de débat de cette commission. Voilà, je vous remercie en tout cas à nouveau, Monsieur le Président, Directeur général, de votre présence et des échanges que cela va permettre avec notre commission. Merci. Madame la Présidente et vous tous, bonjour d'abord. Et je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous, comme ça peut arriver de temps en temps. Je pense que ces débats sont toujours très intéressants et ces échanges derrière. Donc je vais essayer d'être assez rapide dans mon propos liminaire pour plutôt favoriser les questions-réponses. Donc Dassault Aviation, vous connaissez, c'est une société aéronautique duale, civile et militaire, qui est un modèle qui permet d'équilibrer en fonction des aléas du marché. Je pense que je me présente devant vous, je dirais, avec le sourire, puisque hier, on a ouvert à Cergy-Pontoise, à Cergy tout court d'ailleurs, pas Cergy-Pontoise, une nouvelle usine pour fabriquer à la fois des Rafales et des Falcon, qui remplace un petit peu l'usine qui était ancienne, basée à Argenteuil.
Et on est très fiers de pouvoir, et je suis très fier de pouvoir le dire en tant que patron de Dassault, mais aussi patron de l'UMM, de se dire qu'on peut encore créer des usines, y compris en région parisienne, ce qui n'est pas facile parce que logement, transport, etc. Ça veut dire que, en tout cas, vous avez en face de vous quelqu'un qui croit à l'industrie en France. Et je pense qu'on n'est pas encore... On est beaucoup à le dire, mais dans les faits, on n'est pas tant que ça à le faire. Donc, je pense que c'est important de croire encore en notre modèle industriel, malgré les vents contraires qu'on a à rencontrer souvent sur la réalité de créer de l'industrie dans ce pays. Je rappelle quand même que là où on était à plus de 20% il y a une quinzaine d'années du PIB pour l'industrie, on est aujourd'hui entre 9 et 10%. Donc une dégringolade forte de l'industrie en France face aux pays voisins, l'Allemagne toujours à 20%, l'Italie à 17%, l'Espagne à 13-14%. On est un pays qui devient de moins en moins industriel. Je ferme cette première parenthèse. Donc Dassault, c'est les avions de combat. Je pense que la réussite du Rafale est un modèle français qui est vraiment à citer en exemple. D'abord parce qu'il a été développé pour les forces armées françaises, qui en sont fort satisfaites, que ce soit l'armée de l'air ou la marine. C'est donc une réussite opérationnelle aux mains des pilotes et des armées françaises. Deuxièmement, c'est une réussite commerciale, puisque après quelques années où il a été fort critiqué de ne pas se vendre, il s'est vendu. Il y a plus aujourd'hui d'avions Rafale vendus à l'exportation qu'en France. À peu près plus de 500 avions vendus, la moitié, un peu moins de la moitié en France et la grosse moitié à l'exportation. Donc c'est réussite commerciale et réussite budgétaire aussi, puisque finalement, quelque part, il est à peu près resté dans les budgets qui étaient prévus. Mais surtout, si on le compare face à ses concurrents, si on prend l'Eurofighter en Europe, il a coûté moins cher au budget français que l'Eurofighter n'a coûté à chaque pays contributeur de ce programme en coopération, et il coûte beaucoup moins cher qu'un F-35, voire qu'un F-22 ou que les bombardiers américains. Donc, quelque part, avec un niveau de performance qui en fait un avion polyvalent, c'est donc une réussite budgétaire qu'il faut attribuer à la France, pas simplement à Dassault. Derrière Dassault, il y a les partenaires de Dassault, il y a Thales, Safran, il y a 400 entreprises sous-traitantes et quelques milliers de PME derrière, toutes, en ce qui concerne le Rafale, implantées en France. Et ça, je pense qu'il faut le dire, on a réussi à préserver ce modèle. C'est pas que Bordeaux, c'est Bordeaux, la région parisienne, le sud, le nord, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Sur le côté Falcon, on a maintenant depuis 70 ans aussi des réussites, depuis le début de cette aventure Falcon. Le marché était principalement aux États-Unis. Il est passé un petit peu partout dans le monde, en Europe beaucoup. On a réussi à s'implanter aux États-Unis face à des concurrents américains. Donc je pense que là aussi, la performance de la société est grande. Nous avons ouvert une usine aux États-Unis, une usine qui est spécialisée, comme toutes nos usines sont spécialisées dans des parties d'avions. Cette usine fait ce qu'on appelle la completion des avions d'affaires, c'est-à-dire la finition, les meubles, les moquettes, les aménagements intérieurs, les sièges, etc. Pour tous nos Falcon, elle est installée en Arkansas à Little Rock, ce qui nous donne une visibilité aux États-Unis, mais qui nous donne aussi une comparaison des coûts de production entre les États-Unis et la France. Et croyez-moi, chaque fois que je vais à Bercy, on me parle de la comparaison des coûts entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne n'est pas un sujet, ce n'est pas un concurrent dans l'aviation civile. Le concurrent, c'est les Américains. Et les Américains, c'est aujourd'hui, et je mets de côté l'euro-dollar, qui va évidemment pas dans le bon sens, c'est 30 à 40% de différence de compétitivité. Donc j'ai ce handicap d'avoir 30 à 40% de compétitivité moindre en France. Je maintiens mes usines en France et j'arrive à vendre des avions contre les Américains. Honnêtement, ça mériterait une médaille, comme on dit. Mais il faut se le dire parce que voilà, il y a des handicaps. Et je rajoute pour les Falcon que je suis beaucoup plus apprécié aux États-Unis qu'en Europe. Donc c'est juste une petite remarque, vous connaissez mon style. En Europe, je suis le mal incarné. Je fais des avions d'affaires.
aux États-Unis, vous faites des avions d'affaires, c'est un outil pour le business, vous êtes bien considéré, même si vous êtes français, parce que vous faites des bons avions. Donc en Europe, on a à faire face à ce qu'on appelle la taxonomie, qui est un handicap, pas tellement pour moi Dassault, puisque je sais me financer, mais pour toute ma supply chain, pour tous mes sous-traitants, pour toutes mes PME dans les territoires, d'avoir ce côté « Ah, ils travaillent pour l'aviation d'affaires », c'est mal, et les banques... Avant, il y avait même la défense. Quand on travaillait pour la défense, c'était mal aussi. Donc voilà, l'Europe, c'est le mal. Aux États-Unis, on développe ce qui marche. Et c'est une grande différence. J'ai ce côté de pouvoir comparer des deux côtés de l'Atlantique. Et Dieu sait que je ne suis pas un admirateur du modèle américain. Mais quand même, sur l'industrie, on peut dire qu'ils sont quand même dynamiques. Et les Chinois ne sont pas encore arrivés sur nos modèles, mais ils arrivent. Et ils arrivent très vite. Donc il faudra aussi avoir ça en tête pour savoir comment on peut gagner la bataille de l'industrie en France face à ces modèles très actifs que sont les États-Unis et la Chine. La formation, c'est la clé. On a un bon carnet de commandes. On a 48 milliards d'euros de carnet de commandes à fin juin, ce qui veut dire qu'on a beaucoup de travail à faire pour les 7-8 ans à venir. Et donc, on a augmenté les capacités de nos usines. Mais il faut aussi que nos sous-traitants puissent augmenter leur capacité de fabrication. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est des bons problèmes, entre guillemets. Je préfère avoir ça que ce que j'avais en plein Covid, où tous les Falcons s'étaient arrêtés et où la France ne me commandait plus de Rafale. Et donc, pratiquement, on est en train de licencier du monde un petit peu partout en 2020. Donc, de 2020, on est presque à 2 doigts de licencier, à 2025, où on a un gros carnet de commandes. Donc, on a embauché massivement, nos sous-traitants embauchent massivement, et on a encore des difficultés à embaucher. Alors, pas tellement nous Dassault, parce que je dirais qu'il fait quand même bon vivre chez Dassault, mais dans les sous-traitants, un petit peu partout en territoire, trouver des ingénieurs, trouver surtout des compagnons spécialisés, des ajusteurs, des chaudronniers, etc. C'est pas si facile que ça. Là aussi, je fais une parenthèse, l'UMM est concentré sur la formation, sur les métiers, et je pense que c'est une clé principale pour arriver justement à garder l'industrie en France. Il faut pouvoir avoir l'attractivité des métiers en France, de montrer à nos futurs jeunes qu'on donne un vrai métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une vraie rémunération, une vraie fierté de travailler dans des entreprises qui produisent des produits français et qui sont vraiment à la pointe dans le monde. Donc ça, c'est un travail important dans lequel, j'insiste, l'apprentissage et l'alternance, c'est une bonne chose. Il faut continuer à l'aider. Je sais qu'on aide un peu moins parce qu'on a un peu moins d'argent, mais c'est quand même quelque part vraiment quelque chose qui a bien marché, qui a fait consensus dans un monde où il y a peu de consensus aujourd'hui. Je ne parle pas pour la France, bien sûr, ni pour l'Assemblée nationale. Je parle d'une manière générale. L'apprentissage a fait consensus. Donc, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, on gagne normalement notre vie. Je suis dans une commission économique. La marge opérationnelle de Dassault, c'est 8%. Là aussi, si je compare avec nos amis, mais non moins concurrents aux États-Unis, comme Gulfstream, et même Bombardier au Canada, eux, c'est 15%. Et le DOD, quand il passe des contrats de défense avec Lockheed Martin ou avec Boeing, il s'assure qu'il y a au moins 15% de marge opérationnelle. Non pas pour faire gagner plus d'argent, mais pour que la pérennité de l'entreprise soit établie. En France, quand on est à 8%, on vous dit déjà que vous gagnez beaucoup d'argent. C'est pas énorme, hein, 8% de marge opérationnelle. Et avec ça, ça veut dire quoi sur la compétition? Ça veut dire qu'un Gulfstream, sur un avion d'affaires, il a, je disais tout à l'heure, 30-40% de moins en coût de compétitivité, et il fait une meilleure marge. Ça veut dire qu'il peut mieux baisser ses prix de vente pour essayer de vendre. Donc la bataille commerciale, indépendamment des droits de douane, j'y viendrai, est déjà très complexe. Bien sûr qu'avec l'arrivée des droits de douane, ça nous tuait. Toute l'activité civile était morte. On a réussi collectivement des deux côtés de l'Atlantique, parce que les sociétés américaines nous ont aidés aussi à avoir ce qu'on a appelé le 0% de part et d'autre. Donc a priori pour l'aéronautique, c'est pas encore complètement
fait d'un point de vue administratif et douanier, mais l'accord a été scellé. Donc, moi, je ne peux pas vous dire que l'accord n'est pas bon en ce qui concerne l'aéronautique. Après, je pourrais faire des commentaires sur les autres secteurs que je connais aussi par l'UMM, où là, l'accord n'est pas forcément très bon. Sur la défense, dans l'accord entre États-Unis et Europe, il y a, non écrit, me semble-t-il, peut-être c'est écrit, mais je ne suis pas sûr, que malgré tout, l'Europe va continuer à acheter massivement des armements aux États-Unis, en compensation de faire baisser les droits de douane à 15%. Donc en ce sens, c'est plus compliqué, ce qui veut dire que l'Europe va quand même poursuivre l'achat de matériel américain, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas essayer de favoriser le développement de matériel plus européen, mais en tout cas, on n'en est encore pas là. C'est une première réponse à ce que vous avez pu dire. Donc voilà voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je pourrais rentrer un peu plus en fonction des questions sur la problématique plus actuelle sur comment favoriser l'industrie en France. Vous connaissez le problème des normes, le problème de la fiscalité, le problème des charges sociales. Je dis quand même quelque chose vis-à-vis de vos collègues du Sénat. 212 milliards d'aides aux entreprises, ce n'est pas des aides. On en a tellement mis sur le dos des entreprises qu'à un moment donné, on se sent obligé de les aider. Donc nous, on ne réclame pas des aides, on réclame le bon niveau pour être capable d'affronter la concurrence internationale. On n'est pas que sur le marché français, bien sûr. La balance commerciale est d'ailleurs un indicateur très désagréable de l'activité et de la compétitivité. Vous avez une balance commerciale en dehors du luxe et de l'aéronautique qui est très négative. Donc ça veut aussi dire qu'on ne vend pas assez à l'export. Et malgré tout, la Chine monte en puissance. Il n'y a pas que le problème avec les Américains. C'est sûr que les droits de douane sur le reste de l'industrie de 15%, c'est un vrai handicap. Et sur l'acier, mais l'acier c'est encore un autre sujet, l'acier, 50% de la production d'acier est chinoise, donc le prix est un prix marché. Donc il faut arriver à produire de l'acier, c'est ça la sidérurgie, à un prix qui soit quand même capable de dégager quelques marges pour survivre. Et tout ça dans une ambiance forte de décarbonation, d'où les aides demandées par ArcelorMittal et la filière pour arriver à faire cette transformation et de produire de l'acier vert, entre guillemets, c'est-à-dire à partir d'une énergie verte qui serait bien sûr à base de centrales nucléaires françaises. Voilà. Et donc ils vont chercher les aides en Europe et c'est toute cette équation qui est un petit peu complexe. J'en dirai pas plus à ce stade. Sachez quand même qu'on essaye de se développer dans le spatial. On pense que dans le spatial, c'est bien la technologie, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, les développements technologiques, faire des avancées dans ces domaines-là. Si on veut concurrencer les Américains, certes, on peut essayer concurrencer Starlink, ce sera très compliqué parce qu'ils ont pris de l'avance, parce qu'ils sont puissants, parce que vous avez vu le nombre de satellites déployés et l'efficacité du système Starlink, malheureusement, pour nous les Européens. Mais il y a des domaines. Les lanceurs, c'est aussi compliqué. Je ne vais pas faire Mais il y a des domaines, comme nous, ce qu'on essaye de développer, c'est-à-dire une navette spatiale, c'est-à-dire quelque part, quelque chose qui ferait qu'on peut aller dans l'espace, revenir. On ne le fera pas seul d'assaut, c'est bien évident, parce que les niveaux d'investissement sont tels qu'on devra vraiment avoir d'autres pays qui s'impliquent dans ces projets futurs. Mais il faut le faire là où on tient la technologie. Sinon, on sera dépassé et par les États-Unis, mais surtout par la Chine, qui dans l'espace va très vite, avec une vraie motivation dans le domaine. Voilà, donc le spatial et le futur. Pour nous, sur les Falcon, on développe un nouvel avion. On vient de finir un avion qui est le 6X, on développe le 10X, donc on est toujours avec un bureau d'études qui développe des avions. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de compagnies dans le monde, il y en a un en Chine, mais qui développent des nouveaux avions. Boeing et Airbus, ils ne sont pas encore, ils viennent de finir le 321 XLR, mais qui est un dérivé. Mais vraiment, un bureau d'études au travail, il y en a pas beaucoup. Donc on garde bien sûr ces deux pieds dans le monde du développement. On investit dans ces domaines-là de technologie pour être capable d'affronter le futur. Dans le domaine militaire, c'est le Rafale qui doit encore se moderniser, un standard supplémentaire. On n'en parlera pas beaucoup parce que c'est peut-être l'autre commission qui est en charge, mais malgré tout, ça a un coût pour la France. On doit développer un drone de combat, un drone qui permettra au Rafale
de pouvoir encore mieux pénétrer les défenses ennemies et de passer dans ces missions, donc d'augmenter la crédibilité. Et on a ce futur projet SCAF dans lequel les difficultés sont de tout ordre en réalité, et pas simplement comme vous pouvez le lire dans la presse, une opposition entre Dassault et Airbus, même si je ne masque pas cette opposition. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Directeur Général. Je vous remercie aussi d'avoir souligné, j'ai oublié de le faire, l'importance de la formation publique. Je sais, on a une délégation de la Commission des affaires économiques au Salon du Bourget. Beaucoup de grands patrons de l'industrie nous ont souligné aussi l'importance de former des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs de haut niveau, et que de ce point de vue, il faut des moyens pour la formation publique. Bien, alors nous commençons avec le groupe du Rassemblement national, avec Monsieur Hervé Delépinot. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Directeur Général, le succès du Rafale et des Falcon a porté le carnet de commandes du groupe Dassault à un niveau record à l'été 2025, garantissant des années d'activité pour ce fleuron national. C'est une réussite marquante, surtout face à l'échec du Président de la République à valoriser sur le plan du réarmement européen présenté par la Commission européenne les atouts français, tandis que le matériel américain continue de s'imposer chez nos partenaires. L'inauguration de la nouvelle usine Dassault à Cergy illustre cette dynamique et contraste fortement avec l'automobile, où le groupe Stellantis multiplie par exemple les fermetures temporaires de lignes, comme récemment à Poissy, pour ajuster ses cadences à la demande décroissante. Cependant, au Rassemblement national, nous restons vigilants sur certains points clés. Premièrement, le SCAF devait incarner la très fantasmée Europe de la défense. Il illustre surtout les blocages d'une coopération où les intérêts allemands priment sur la cohérence stratégique européenne. Plus grave encore, alors que la maîtrise d'œuvre devrait naturellement revenir à la France, seule nation européenne à disposer de l'ensemble des savoir-faire pour concevoir et exporter un avion de combat de dernière génération, l'Allemagne a freiné des quatre fers et a exigé un transfert massif de technologies stratégiques en sa faveur. La semaine dernière, la presse a même révélé la volonté allemande de se retirer du projet et d'envisager d'autres partenaires. Il ne s'agit désormais plus d'un simple retard, mais d'un risque d'éclatement total du programme, dont la phase 2 doit être décidée prochainement. Dans ce contexte, un plan B s'impose. Accélération du Rafale F5, intégration de drones compagnons, modernisation incrémentale et préparation d'un véritable successeur national au Rafale. Vos récentes déclarations vont dans le sens de cette vision et nous serons derrière Dassault pour y parvenir. Pour réussir, nous devons rapidement engager un effort industriel national, en levant les freins à la réindustrialisation que mon collègue Alexandre Loubet a soulevé dans son rapport adopté en juillet dernier. Nos normes, nos structures de financement industriel, notre formation professionnelle et notre doctrine économique ne sont plus en phase avec les défis du XXIe siècle, à l'heure où les puissances mondiales réarment massivement et protègent leurs industries nationales. De plus, la concurrence étrangère fragilise nos chaînes de valeur en captant nos sous-traitants critiques. Le rachat de LMB Aerospace, fabricant des ventilateurs pour le Rafale, par l'américain LOR, devrait être entériné en fin d'année. Le contrôle des investissements étrangers en France a bien été déclenché, mais faute d'impulsion politique et de doctrine claire de souveraineté, un nouveau fleuron risque de passer sous pavillon étranger. Dans le même esprit, le démantèlement d'Atos par ses créanciers anglo-saxons pourrait compromettre les technologies embarquées du Rafale, ouvrant la voie à un transfert de conception sous pavillon étranger et à un possible contrôle ITAR. Parallèlement, nous avons bien conscience que le succès du Rafale repose encore largement sur l'exportation, comme en témoigne le récent contrat conclu cet été avec l'Inde pour la livraison de 114 appareils, mais au prix d'un transfert de l'assemblage des fuselages au sein d'ateliers indiens, soit autant de milliers d'heures de travail en moins pour les ateliers français. Face à ces réalités, quelles seraient pour vous les solutions nécessaires à la réindustrialisation du pays? Je vous remercie. Merci, Monsieur Delépinot. Monsieur le Président. Oui, sur le SCAF. Pardon. Sur le SCAF, comme je me suis déjà exprimé, je rappellerai une chose. Je ne veux pas me mettre à la place des autorités politiques du pays. Je donne juste un avis technique. Est-ce que je sais faire un avion de combat de A jusqu'à Z en France de 6e génération? Je le redis devant vous tous. La réponse est oui. Est-ce que je ne veux pas coopérer avec Pierre-Paul ou Jacques? La réponse est non. Je suis prêt à coopérer avec n'importe qui, désigné par le pouvoir politique. C'est pas à moi à dire
avec qui on doit travailler ou pas. Je l'ai fait avec le Neurone, avec des Suédois, des Italiens, des Espagnols. Ça s'est très bien passé. Et moi, je vais vous donner une clé du pourquoi ça s'est bien passé. C'est que la reconnaissance du fait que la France est leader dans ces domaines-là et que Dassault Aviation est leader dans son domaine de l'aviation de combat en Europe, si les partenaires le reconnaissent, il n'y a plus de problème pour coopérer. Après, il y a du partage, il y a du... etc. Ça reste compliqué. Et aujourd'hui, pourquoi je fais un espèce de coup de gueule, c'est que mes partenaires ne reconnaissent pas que je suis le leader. Et donc, ça ne sert à rien de faire des papiers, mettre des milliards sur la table, si ce type de compréhension n'est pas reconnu. L'Allemagne dit, la semaine dernière, au plus haut niveau, on est prêt à exclure la France du programme. C'est un peu bizarre, quand même. Ils vont nous exclure d'un domaine qu'on connaît et qu'on a lancé. Bon, donc, je les laisse à leurs propos et je redis... nous savons faire tout seul. Comment on réindustrialise la France? Ça, c'est une deuxième question beaucoup plus vaste. Voilà, il faut vraiment, d'un point de vue fiscal, charge, revoir un petit peu les équilibres. Parce qu'on ne vit pas dans un monde tout seul. Voilà. Donc, il faut bien regarder ce que font les autres. Pas simplement en Europe. Il faut regarder aussi le reste du monde. Merci. C'est ça, voilà. Merci. Alors, je sais que comme vous avez des impératifs, je me permets de redire vraiment d'essayer de tenir en 3 minutes du côté des orateurs et oratrices. Et la réponse. Et la réponse en 1 à 2 minutes maximum. Merci. Pour le groupe EPR, Madame Nicole Lepay. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur Trappier. Je souhaite d'abord féliciter Dassault Aviation et toutes ses équipes par l'intermédiaire de son directeur aujourd'hui pour l'inauguration hier de sa nouvelle usine à Cergy. Cette usine, dont la cadence monte en puissance depuis son ouverture à l'été 2024 et qui emploie aujourd'hui 600 personnes dans le Val d'Oise et participe de l'objectif de Dassault Aviation d'accélérer les livraisons de Rafale d'ici 2030. Je me réjouis de voir que le réarmement militaire, dans lequel la France est engagée depuis 2017, permet à des fleurons comme Dassault Aviation de se spécialiser dans un système concurrentiel à très forte valeur ajoutée, vous l'avez souligné, et de créer des emplois industriels qualifiés sur notre sol, et je pense notamment à la société Socomore dans le Morbihan, et d'être le berceau d'innovation de pointe. La nouvelle implantation de Cergy s'inscrit aussi dans une logique de modernisation industrielle. Il s'agit d'un site conçu selon les standards les plus récents en matière d'efficacité énergétique, de sobriété carbone et de numérique appliqué à la production. Cet investissement illustre la volonté de Dassault Aviation d'ancrer en France une industrie aéronautique qui conjugue performance opérationnelle et responsabilité environnementale, dans un contexte où les attentes sociétales à l'égard de la transition énergétique sont fortes. Au-delà de la production de Rafale, cette usine témoigne également d'un savoir-faire, je dirais, exportable. Elle conforte et elle contribue à conforter du moins la crédibilité de la France et de ses partenaires européens dans la compétition mondiale, où l'excellence technologique et la capacité à honorer des délais de livraison sont des facteurs décisifs. Cette ambition s'inscrit toutefois dans un contexte plus large de développement d'un système de défense européen. Alors, Monsieur le Président Directeur Général, comment Dassault Aviation articule-t-il ce développement de son site de Cergy avec les ambitions européennes visant à bâtir une industrie et une base industrielle et technologique de défense commune, et notamment le SCAF, le système de combat aérien du futur? Je vous remercie. Merci Madame Lepay. Monsieur le Président. D'abord, je me réjouis que quelques Européens aient acheté le Rafale, donc la Grèce, la Croatie, et même si elle n'est pas dans l'Union européenne, la Serbie. C'est des pays du Sud. Mais je dois quand même constater que notre marché n'est pas en Europe. Nos compétences sont en France et notre marché n'est pas en Europe. Et vous avez, quand au début de l'année, le président Trump est revenu et a fait un certain nombre de déclarations, y compris sur guerre commerciale, etc., on m'a dit, tu vas voir, tous les pays européens vont venir sonner à ta porte pour... Alors, 1, ils n'ont pas sonné à la porte. 2, j'ai été les voir. 3, ils achètent américains. Bien, c'est clair. Pour le groupe de la France Insoumise, Monsieur Laurent Alexandre. Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général. L'industrie française traverse une crise historique avec une multiplication des plans sociaux et un recul de notre souveraineté dans des secteurs stratégiques.
Vous êtes, Monsieur Trappier, PDG de Dassault, mais aussi président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Je souhaite vous interroger sur 3 sujets. La perte de la souveraineté de la France en matière de métaux rares et de sidérurgie, le nombre record de défaillances d'entreprises et la conditionnalité des aides aux entreprises. Votre groupe a besoin d'une grande quantité de métaux rares et d'acier de haute performance. Sur les métaux rares, nous avons une vraie dépendance, notamment à la Chine, qui contrôle par exemple 83% du germanium, métal indispensable pour le secteur de la défense. Selon vous, la France devrait se doter de quelle stratégie pour maîtriser son approvisionnement en métaux rares stratégiques? D'autres secteurs indispensables à notre souveraineté industrielle, comme la chimie ou l'acier, subissent des délocalisations. La France perd ses hauts fourneaux, ses fonderies, pourtant indispensables à notre industrie. L'État doit tout mettre en œuvre pour assurer la pérennité de ces industries stratégiques. À ce titre, que pensez-vous de notre exigence de nationaliser ArcelorMittal ou encore sauver d'autres entreprises menacées comme Novasco pour garantir l'avenir de la filière? Mon deuxième sujet, c'est le nombre record de défaillances d'entreprises en 2024. 66 000, dont beaucoup de PME et d'ETI. Les causes sont multiples, mais je veux en évoquer 2. Tout d'abord, la contraction de l'activité économique engendrée par l'austérité budgétaire, la baisse des investissements publics et la faiblesse de la consommation populaire. À ce sujet, diriez-vous que nos entreprises ont besoin d'une politique de relance de l'activité économique, notamment centrée sur les secteurs stratégiques de la bifurcation écologique? Ensuite, la hausse du coût de l'énergie, fatale à de très nombreuses entreprises. Rappelons que le gouvernement français a joué contre nos intérêts nationaux en acceptant la catastrophique réforme du marché européen de l'énergie qui a fait flamber les factures. En tant que chef d'entreprise, peut-on envisager sereinement l'avenir avec un marché et des prix aussi fluctuants? Nous pensons que la France doit sortir de ce marché absurde pour garantir des prix régulés basés sur le coût de production national. Enfin, pour terminer, je veux vous interroger sur la conditionnalité des aides aux entreprises. Une commission d'enquête sénatoriale chiffre à environ 211 milliards d'euros en 2023 le montant des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants, entre subventions d'État, aides versées par Bpifrance ou encore des allègements de cotisations sociales. Manifestement, cela ne se traduit pas en termes d'emploi, ni en salaire, ni en maintien de l'activité. Par contre, la croissance des dividendes versés aux actionnaires est très claire. Que pensez-vous de nos propositions qui visent à conditionner ces aides, notamment au maintien de l'emploi en France et des sites de production? Merci. Merci, Monsieur Alexandre. Monsieur le Président. Ce n'est pas facile de tenir une minute pour répondre à toutes les questions. Et je pense que sur les hauts fourneaux, puisque c'est un des grands sujets, le problème, c'est le prix du marché est fait par les Chinois, 50% de fabrication. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, la clé, c'est les centrales nucléaires. On a pris du retard. Je n'agresse personne, je ne cherche pas. On a pris du retard. Les centrales nucléaires, on en a besoin. C'est parti. Enfin, c'est parti à petite vitesse. Hein. Je le vois bien dans la métallurgie. Donc, pour l'instant, nous, on travaille à aider à former les futurs compagnons qui vont travailler sur les centrales nucléaires, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de soudeurs, d'ajusteurs, etc. Donc, l'UMM apporte sa pierre pour tout ça. On est plutôt dans les travaux publics pour l'instant, de voir un petit peu comment tout ça va se construire, mais on n'a pas encore vraiment travaillé sur le cœur de la fabrication. Et si on ne décarbone pas alors qu'il y a des contraintes de décarbonation qui nous sont imposées, on ne voit pas comment la sidérurgie en Europe va survivre. Donc c'est effectivement un grand souci. Je pense que la clé, pour le coup, c'est une aide européenne massive pour aider, par exemple, ArcelorMittal à pouvoir faire cette conversion. Ils sont engagés, semble-t-il, à le faire depuis déjà plusieurs années. Je les entends à notre tour de table de l'UMM. Donc, il faut le faire. Les nationaliser ne règle pas le sujet. C'est-à-dire, on peut nationaliser provisoirement, entre guillemets, pour cause de grandes difficultés, mais ça ne change pas l'équation de base. Donc c'est bien l'équation de base qu'il faut régler, à savoir être capable de faire de l'hydrogène vert si on le souhaite et si on en est vraiment capable. Sur les défaillances, bah oui, on est
On est inquiet malgré tout. On a eu sur la désindustrialisation toute une période jusqu'à 2024 où c'est reparti à la hausse. Je parle de l'industrie, je ne parle pas d'autres secteurs que je ne connais pas. Donc c'était plutôt optimiste. Je pense que c'est plutôt la politique de l'offre qui l'a permis. On peut avoir, ne pas en être d'accord, mais je pense que c'est plutôt la politique de l'offre qui l'a permis. Je parle encore une fois pour l'industrie, je ne parle pas de consommation. Car ça permet d'avoir cette capacité à avoir de la compétitivité. Dernier point, les aides conditionnées, il n'y a pas de sujet, il faut les conditionner. Quand on vous donne quelque chose, il y a un contrat. Donc on a des contrôles, je pense par exemple au crédit impôt recherche, c'est clé pour toutes les entreprises de pouvoir avoir ce soutien, sachant que l'idéal serait qu'il n'y ait plus d'aide, mais que nous soyons au global dans une fiscalité et un taux horaire chargé à la moyenne européenne. Si c'était le cas, on n'a plus besoin d'aide. On demande des aides parce que, quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'industrie, parce que justement, on n'est pas dans la bonne compétitivité, donc c'est ça la clé. Et sur l'énergie, pour finir, il est vital d'avoir le prix d'électricité le moins cher possible. Donc effectivement, c'est un sujet politique d'ordre national. Merci à vous. Pour le groupe socialiste, Madame Marie-Noëlle Battistel, merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président Directeur Général. Le groupe Dassault connaît une période faste, notamment avec le succès à l'export du Rafale. Nous sommes disposés à croire, comme vous nous l'avez dit et répété, que votre groupe dispose de la capacité technologique, industrielle et humaine à réaliser seul un système de combat aérien comportant un chasseur de 6e génération. Cependant, l'industrie de défense n'est pas qu'une histoire industrielle, elle est au cœur des relations diplomatiques entre États et des coopérations entre alliés. De ce point de vue, il nous semble qu'il vaut mieux se garder de sorties trop définitives lorsque les États sont vos seuls clients. Si demain Dassault devait avancer seul, quels seraient vos clients futurs, alors que les principales puissances européennes mèneraient dans cette hypothèse des programmes concurrents en coopération, sans évoquer ceux qui resteront fidèles au F-35 ou à son successeur? Comptez-vous sur la France pour qu'elle vous vienne en aide, qu'elle vienne à votre secours par un volume de commandes suffisant pour assurer à la fois la pérennité de Dassault et sa souveraineté dans les airs? La question est donc de savoir si nous devons faire avec ou sans nos partenaires allemands. C'est donc une question de stratégie de défense européenne. Quel avenir pour le programme MGCS si nous faisions cavalier seul sur les chasseurs? Quel marché pour le missile balistique terrestre pour Ariane Group si nous écartons les Allemands principaux intéressés? Vous l'avez compris, Monsieur le Président Directeur Général, si nous soutenons évidemment les intérêts de votre groupe, c'est à condition qu'ils n'affaiblissent pas ceux de la France et le succès d'autres programmes stratégiques de coopération dans un moment de réarmement de l'Europe. Je souhaite évoquer rapidement la question de Taïwan en tant que présidente du groupe d'amitié entre nos deux pays. Lors de mon dernier déplacement, j'ai recueilli les inquiétudes à la fois du gouvernement et des militaires quant au maintien opérationnel de leur parc de Mirage 2000 livré en 1992. Pouvez-vous m'indiquer dans quelle mesure votre groupe est en capacité de faciliter l'accès aux pièces détachées nécessaires à la maintenance, qui sont livrées pour certaines dans des délais extrêmement longs, allant jusqu'à 2 ans, me dit-on? Est-ce lié essentiellement à des enjeux politiques et diplomatiques ou existe-t-il des considérations techniques qui empêchent le maintien opérationnel des Mirages fournis par Dassault Aviation? Je vous remercie. Merci Madame Battistel. Monsieur le Président. Je vais essayer d'être rapide. D'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut venir au secours du groupe Dassault. Je pense que la France passe des commandes à Dassault pour avoir des avions de combat. Ce n'est pas pour faire plaisir à Dassault. D'ailleurs, dans l'histoire de Dassault, les politiques n'ont jamais fait plaisir à Dassault. Mais Dassault livre des avions de combat. C'est le but. Et il livre des avions de combat sur des spécifications qui sont faites exclusivement par la France, jusqu'à aujourd'hui. Si demain, il y a une volonté politique de faire avec d'autres pays, ce n'est pas moi qui irai contre. Là où je ne suis pas d'accord, et je le dis haut et fort, c'est que si on veut des avions de combat capables de faire le job pour demain, face à des Américains qui progressent, face à des Chinois qui progressent très vite, il faut faire les meilleurs.
Et je ne comprendrais pas que dans un métier industriel et technologique de ce niveau-là, qui est le plus haut niveau et sûrement un des plus complexes à faire au monde, on m'impose une gouvernance qui ne soit pas basée sur les compétences. C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas moi qui dis je ne veux pas l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui dit je veux être à égalité franco-allemand. Et c'est l'État, mais c'est à l'État de le dire, devrait aussi dire, comme j'ai l'habitude, vous l'avez d'ailleurs rappelé, d'avoir ses compétences en France. La France devrait prendre le leadership gouvernemental et agence de référence pour le faire. Et je ne vois pas pourquoi les Allemands ne l'acceptent pas. Donc c'est juste, moi je dis, à mon niveau, si on veut des armes du meilleur niveau pour la France, comme par exemple la composante nucléaire aéroportée, comme par exemple faire un avion compatible d'un porte-avions, donnez-moi les clés pour le diriger. Ce qui ne veut pas dire que je le ferai tout seul. Je serai l'architecte. C'est ça que je dis. Et j'ai en face de moi des gens qui disent non, 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 chaque décision, technique, politique, tout, on les prendra à 3. Et dans les 3, j'ai un Dassault et 2 Airbus. Un Airbus qui dépend de Airbus Allemagne, qui est Airbus Espagne. Donc, en réalité, j'ai 2 contre 1. Je dénonce ça très clairement devant vous aujourd'hui. Et en aucun cas, je dis qu'il ne faut pas faire avec d'autres. Et d'ailleurs, on l'a fait sur le neurone. Et je ne remets pas en cause le politique. Mais celui qui va devoir s'engager pour faire le job, c'est moi. Et ce n'est pas un problème de venir au secours. Alors après, le marché, s'il n'y a pas les Allemands, mais comment Dassault est devenu si célèbre? Depuis les ouragans, vendus d'ailleurs à l'Inde à l'époque, puis les Mirages, puis les Rafales, on a vendu à tout un tas de pays qui, effectivement, font le nombre d'avions nécessaires pour avoir une industrie capable de voler, si j'osais dire. Ce n'est pas que la France. La France paye le développement. Merci. Dernier point, c'est que quand même, si la coopération doit coûter plus cher au budget français, c'est un choix. Moi je récupérerai ma partie, hein. Je serai au garde à vous. Moi, je vous dis juste que si vous voulez dépenser moins et avoir un meilleur avion, regardez quand même les règles de gouvernance industrielle. Et ça, c'est ma partie, et c'est à moi de le dire, et j'en prends la responsabilité. Sur Taïwan, juste une chose. D'abord, le Mirage 2000 est en fin de vie. Il vole encore un peu en France, mais il va s'arrêter. Tout le monde a dit qu'il faudrait le tout Rafale. C'est vrai aussi de tous nos clients export sont en train de passer du Mirage 2000 au Rafale. Donc c'est vrai que la dynamique industrielle des pièces de rechange, des réparations est un petit peu en baisse. Mais on assure parfaitement bien le soutien à Taïwan. C'est un peu plus dur qu'avant, mais on le fait très bien. Et vous savez très bien ce que veulent les Taïwanais. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des Rafales. Ça ne dépend pas de moi. Et je ne dis pas si c'est bien de vendre à Taïwan ou pas. Ce n'est pas ma responsabilité, c'est celle de l'État. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Vincent Rolland. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Directeur Général. Je ne vais pas être très original. Je vais évidemment aussi vous parler du projet SCAF et des difficultés de celui-ci à cheminer. On a bien compris que vous souhaitiez avoir le leadership sur ce projet et vous nous avez oralement fait la démonstration que sur le plan industriel, ceci était incontestable. Néanmoins, comment évaluez-vous aujourd'hui le degré de compréhension de vos partenaires ou futurs ex-partenaires? Nous ne l'espérons quand même pas, même si on a compris qu'au travers d'articles de presse ou de vos déclarations, que les choses étaient pas forcément à ce stade très bien engagées. Est-ce que ce projet SCAF n'est pas aussi pour vous une manière de faire un coup de gueule pour rappeler ce que je disais, votre leadership industriel en matière d'avions de défense, mais aussi protester peut-être contre un manque de solidarité ou d'intérêt des pays européens qui achètent régulièrement, et pas que depuis que Trump préside ce pays, des matériels militaires étrangers, et notamment américains.
Enfin, est-ce que ces coopérations entre pays ont encore un avenir, puisque je crois qu'il y a un autre projet Tempest entre le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon qui, sans mauvais jeu de mots, bat lui aussi de l'aile. Bien, merci Monsieur Rolland. Monsieur le Président. Oui, les coups de gueule, ils sont différents. Il y a un coup de gueule. Nous, on se battait pour la préférence européenne à Bruxelles en 2020, dans les années 2000. On nous disait, vous êtes hérétiques dehors. Vous savez très bien, c'est les contraintes, les pays veulent tous américains. Bon, maintenant, on prend conscience que peut-être il faudrait, etc. Donc ça va dans le bon sens. Mais la réalité n'est pas celle-là. Moi, je fais pas de coup à trois bandes. Je ne sais pas faire et j'en ai pas besoin. Je suis simple. Le coup avec le SCAF, il est simple. Je demande la réalité de pouvoir exercer un métier d'architecte. Quand vous allez construire une maison, vous avez la solution de prendre un architecte ou de faire tout seul la maison. Et vous savez très bien que quand vous faites tout seul, si vous n'avez pas de compétences, ça va être difficile. Si vous prenez deux architectes et vous dites les deux ont raison, vous allez avoir deux maisons différentes. Et si ça devient à la fin une seule maison, elle va être un peu bancale. Donc je demande juste qu'on clarifie les choses. Je ne suis pas contre le projet, je l'ai redit hier à la presse, mais quand même, quand l'Allemagne vous dit on va exclure les Français, ça ne vous fait rien. Vous, les politiques français. L'Allemagne va exclure les Français d'un projet de développement d'avions de combat. Tout ça parce que Dassault dit qu'il aimerait quand même avoir les clés pour piloter. C'est bizarre que vous ne réagissiez pas et que je sois le seul à réagir. Donc c'est effectivement un coup de gueule. C'est un coup de gueule parce que les Allemands, je les connais, contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est le Bundestag qui pilote. Et le Bundestag, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son industriel qu'il voit tous les jours ait plus de travail que l'autre. La compétence, savoir si l'avion va être efficace et tout, pas son sujet. Hein. Croyez-moi, c'est pas son sujet. Donc, il faut juste faire un poids et un contrepoids. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut un pilotage d'un projet. Derrière, vous avez des militaires qui utiliseront ces matériels dans 15 ans, 20 ans. Il faudra, d'une certaine manière... Donc, honnêtement, hein, si c'était uniquement gagner de l'argent, je prendrais le budget et je ferais le travail à minima. Et je ne suis pas comme ça. Donc, non, oui, c'est un coup de gueule. C'est une négociation, peut-être. Certains peuvent penser que c'est une négociation. Ben, c'est le rapport de force. C'est comme dans tous les sujets, malheureusement aujourd'hui, si vous ne créez pas le rapport de force, vous n'obtenez pas le résultat. C'est toute négociation et là-dessus. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Oui, merci. Donc, je tenais à dire quand même qu'à propos de l'absence de volonté de coopération raisonnable de la part de l'Allemagne sur ce dossier, Monsieur le Président, je pense que nous sommes beaucoup, en tant que parlementaires, à réagir évidemment à notre échelle. Mais voilà, je tenais quand même à le souligner. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Damien Girard. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, Directeur Général, je vais pas être original, je vais parler du SCAF. Les contraintes budgétaires que connaît la France, c'est le moment hamiltonien européen déclenché par l'impérialisme et l'autoritarisme américain, dont on a pu encore mesurer l'ampleur hier à la tribune de l'ONU, dégage une fenêtre d'opportunité pour une Europe de la défense souveraine et indépendante. Nous sommes conscients de ces difficultés et de la nécessité de donner une nouvelle impulsion aux coopérations européennes de défense qui respectent les savoir-faire et compétences des industriels de chaque pays, en bonne intelligence avec nos voisins, et dans le souci d'une réindustrialisation durable de notre continent. Le système de combat aérien du futur apparaît dès lors comme un outil budgétairement rationnel, opérationnellement efficace, au service de la structuration de la BITD européenne et de l'interopérabilité de nos forces. Pourtant, la phase 1 a révélé des défauts de gouvernance entre les différents acteurs du projet qui mettent en doute sa viabilité sans une coopération plus effective des industriels. Votre avis, que l'on va qualifier de réservé sur l'élaboration du SCAF, est connu. Pourtant, la coopération européenne a déjà permis par le passé de mener des projets industriels ambitieux, je pense notamment à l'Eurofighter. Le groupe écologiste souhaite que tout soit mis en œuvre en amont de la réunion des États de décembre pour que la France, comme ses partenaires européens, soient respectés et que le projet de SCAF puisse être mené à bien. Je voudrais donc vous entendre sur les suites de cette affaire. Mes questions est très simple.
Pouvez-vous garantir à la représentation nationale que Dassault serait capable de proposer à l'État une alternative au SCAF au niveau technologique et opérationnel comparable, sans surcoût budgétaire pour nos concitoyens? Merci, Monsieur Girard. Monsieur le Président. Oui, ma réponse est d'abord, si on peut faire le SCAF, je suis content, avec une gouvernance ad hoc. 2, l'Eurofighter, pour moi, n'est pas le modèle. Je le dis à mes amis, demandez au chef d'état-major de l'armée de l'air, des armées et de la marine de venir vous dire est-ce qu'ils préféraient un Eurofighter à un Rafale. La réponse est simple, ils n'ont pas fait le bon produit. Bon, donc ce n'est pas un modèle de coopération, et ils étaient dans ce modèle co-co-co. Il n'y avait pas de vrai leader, encore que les Britanniques devaient être quand même un peu plus devant les autres, et les Britanniques ne sont pas avec nous aujourd'hui. Donc c'est ça que je veux pointer du doigt, ce n'est pas la coopération que je remets en cause. Quant à faire l'Europe de la défense, en termes de rêve pour l'Europe, en termes d'ambition, moi je suis d'accord, mais c'est de la théorie. Pratiquement, on fait quoi? Pratiquement demander aux Danois, demander aux Belges. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai eu un coup de gueule, pour le coup, c'est un vrai coup de gueule, là, avec mes amis belges, c'est qu'ils me demandent que je leur donne du travail industriel, donc que j'enlève du travail que je fais en France, pour le donner en Belgique, au moment où ils achètent du F-35. Et on dit, mais c'est pas grave, le F-35, c'est parce que c'est disponible. Le F-35 est 1 an en retard sur des délais de livraison qui sont de 5 ans. Moi, je livre en 3 ans et je ne suis pas en retard. Donc, vous voyez, et je suis moins cher. Regardez les Suisses. Ils disent maintenant qu'il va falloir qu'ils réduisent le nombre d'avions, alors que nous étions moins chers que le F-35, mais ça s'est joué uniquement sur dire, oui, mais avec un avion de ce type-là, il n'y a pas besoin de trop de s'entraîner, donc on compte beaucoup moins d'heures de simulation pour le F-35 comparé au Rafale. Donc, vous voyez, en fait, il y a une préférence américaine, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, qui est le parapluie. Donc, on peut faire demain de la coopération. Mais moi, je vous le dis, il faut faire une coopération efficace. Et donc, encore une fois, je le redis, je sais faire tout seul, mais ce n'est pas, entre guillemets, à moi le dire. Je veux dire, il faut que ça soit reconnu comme tel par les autres. Et c'est ce que je demande. Je ne dis pas, je veux être chef parce que je suis le meilleur et puis garde à vous les autres. Je souhaiterais que les autres disent, comme on reconnaît ta compétence supérieure, parce que ça fait plus de 70 ans que tu travailles dans le domaine avec ta société, que tu as fait tous les types d'avions, de l'Ouragan jusqu'au Rafale, qu'on te donne le bâton de responsable, d'architecte, avec des obligations etc., etc., etc. Et donc, c'est ça que je demande. C'est concret. Alors, je le dis haut et fort, parce que personne ne le dit haut et fort. Donc, c'est moi qui le dis haut et fort. Alors, je ne dis pas que nos politiques ne l'ont pas compris, mais comment ils l'imposent? C'est ça la question. Et on en arrive à la semaine dernière où les Allemands nous disent qu'ils vont nous exclure. Non, mais, effectivement, je ne suis pas très content. Vous avez pu le voir. Bien, merci Monsieur le Président. Pour le groupe démocrate, Monsieur Pascal Lecamp. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président directeur général, tout d'abord, merci pour votre description de la compétitivité de Dassault Aviation face à ses concurrents américains, comme on l'a fait au début, avec 80% des employés qui restent chez nous, pour des coûts de production, vous avez dit 30 à 40%, pour lesquels vous demandiez d'ailleurs une médaille. Je vous rappellerai que je crois en voir accrocher une à votre veste, qui me semble être la médaille de la France. Cette plaisante, et je m'en félicite. Le contexte de tension géopolitique qui a été décrit, accru à nos frontières, marqué récemment par les pénétrations de la Russie en violation des espaces aériens dans les pays membres de l'OTAN, bouscule des équilibres que nous connaissons depuis plus de 30 ans. Dans un tel climat, la question de notre souveraineté et de notre supériorité technologique en matière de défense est cruciale. La France doit garantir sa capacité de dissuasion tout en restant un pilier de la sécurité européenne. Nos grandes entreprises nationales, et en particulier Dassault Aviation, jouent donc un rôle central dans cette perspective. Monsieur Trappier, j'aimerais à ce titre vous interroger sur 3 enjeux, plus rebondir sur une chose que vous avez dite tout à l'heure. Pendant longtemps, les commandes nationales de l'armée française, vous l'avez décrit, ont permis de maintenir la production du Rafale, qui ne trouvait pas preneur à l'étranger. Depuis, des perspectives internationales se sont concrétisées, vous l'avez bien décrit, notamment avec l'Inde. Sur ce contrat en particulier, quels engagements industriels, notamment en matière d'offset, ont été pris dans le cadre de son contrat avec l'Inde? Ensuite, pas très original, je vais revenir sur le SCAF. Comme mes collègues, il a été rapporté que Dassault pourrait assurer 80% de la charge de production. Au contraire, les Allemands envisageraient de se passer, vous l'avez décrit et dit pourquoi,
des Français et regarderait même aujourd'hui du côté de la Suède et du Royaume-Uni. Comment comptez-vous repositionner vous repositionner dans ce programme, en dehors de dire je suis le leader, ce que vous avez décrit, ou que les autres reconnaissent que vous êtes le leader, je dois être l'architecte. Comment comptez-vous vous repositionner dans ce programme? On a bien senti la tension avec Airbus, alors qu'un accord doit être trouvé avant la fin de l'année pour passer à la deuxième phase de ce projet emblématique de la construction européenne. Par ailleurs, j'aimerais revenir sur le développement de l'avion décarboné qu'on a à peine abordé. En 2020, vous aviez jugé ambitieux mais faisable, selon vos propres termes, l'objectif de 2035. Au moment de l'annonce d'une contribution de l'État de 1,5 milliard d'euros à la recherche et développement dans ce sens, qu'en dites-vous aujourd'hui? Enfin, je voulais rebondir sur votre sujet plus président UMM, sur l'apprentissage, la formation. Vous avez dit ça fait consensus, ça marche, et on voit bien que ça a bien marché. En quoi la baisse des aides publiques chez Dassault Aviation, ou plus généralement chez les membres du l'IMM, pourrait engendrer des baisses dans le recrutement d'apprentis et d'alternants? Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecamp. Monsieur le Président. Oui, alors sur la souveraineté de l'Europe, il y a quand même un choix à prendre, c'est-à-dire, soit l'Europe dit je veux être souverain, mais est-ce qu'il veut être souverain sous les États-Unis ou sans les États-Unis? C'est une question, hein, je ne sais pas moi à répondre, mais ça quand même oriente fortement un certain nombre de choses. Nous, on a fait le choix français, encore une fois, c'est un choix du pays, c'est pas le choix de l'Europe, d'avoir une dissuasion nucléaire. Et c'est pas moi qui ai fait ce choix-là, c'est le général de Gaulle, ça a été suivi par tous les présidents de la 5e, de droite comme de gauche, et du centre. Donc on est toujours dans cette logique d'avoir une composante nucléaire, qu'elle soit sous-marine ou avion. Donc il y a une spécificité française qui est quand même pas négligeable. C'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai un marché export. Je ne réponds pas tout à fait à ce que je vous dis. Je ne suis pas d'accord quand on dit la France a continué à acheter des avions de combat pour subvenir aux besoins de Dassault. Ce n'est pas vrai. Il y a un plan et il y a un nombre, un format d'avions de combat nécessaire pour la France qui est bien inférieur à ce que les armées souhaiteraient. Donc ça a toujours été décalé. Et l'export, heureusement pour nous, alors les industriels a pris la place. Mais la France ne commande pas des avions de combat à Dassault pour faire plaisir à Dassault ou pour subvenir à ses besoins. C'est qu'elle a des besoins elle-même, en nombre d'avions. Donc c'est pas tout à fait le... Je sais que ça a été beaucoup répété, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai que le modèle global, c'est France plus export. Et export, pourquoi ça marche? C'est le positionnement particulier de la France. C'est pas à moi de le dire, c'est politique, mais quand même, je l'observe. Pourquoi l'Inde? C'est tous ces pays non alignés. C'est pourquoi l'Indonésie maintenant? Pourquoi le Moyen-Orient de manière historique? C'est le résultat d'une politique française. Si on passe à une politique plus européenne, qui est de dire maintenant c'est que l'Europe, dont acte, c'est pas à moi à dire je suis d'accord ou pas d'accord, mais ça va tout changer. Mais si au même moment on dit on passe à toute l'Europe, mais les 3/4 des pays d'Europe continuent à acheter américain, effectivement ça va poser un problème. Alors on va se regrouper entre les gens de l'Eurofighter et les gens de Dassault, comme ça il n'y aura pas de problème. J'attends de voir. Hein. J'attends de voir si c'est... parce que c'est pour les 30 ans à venir que ça va vraiment... Je m'inscris en fausse sur les 80%. C'est un fake. Donc c'est comme dans beaucoup d'endroits, on écoute les fakes. J'ai démenti le 80%, mais on continue à dire que Dassault demande 80%. Qu'est-ce que je demande? C'est pas le côté architecte, c'est que par exemple, je vous donne un exemple très précis, j'ai le choix du sous-traitant. Un maître d'œuvre, je peux être architecte et ne pas être maître d'œuvre, mais moi on me demande d'être maître d'œuvre. Les 3 États me demandent d'être maître d'œuvre. Je demande les outils qui me permettent d'être maître d'œuvre. J'ai déjà refusé à l'Inde, il fut une époque, d'accepter de prendre la responsabilité des 126 avions si j'avais pas le choix des sous-traitants. Je ferais pareil avec le SCAF. Je dois pouvoir, si je suis maître d'œuvre, architecte, et en assumer les responsabilités, avoir le choix de mes sous-traitants. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et là, on les choisit à 3. Et encore une fois, à 3 ne me dérange pas, sauf que j'ai 2 contre 1. Alors comment je fais? Mettez-vous à ma place. On me demande des responsabilités et je ne sais pas les... Donc c'est ça que je demande de changer. C'est les règles qui permettent à celui dont on dit « Ok, c'est toi le compétent, ok, tu es le maître d'œuvre, ok, tu es l'architecte, mais tu vas faire ce qu'on te dit. » Ça ne marche pas comme ça parce qu'on va voter à 3 et il y aura toujours 2 contre 1.
Merci. Apprentissage, je réponds, c'est pas pour Dassault. Dassault, j'ai pas de problème à me payer des apprentis. Mais les baisses d'aide, ça touche certains dans nos PME à l'UMM. Et ça crée un truc qui est de dire ah ben ça marchait et ils l'enlèvent. Voilà, c'est juste il y a un petit côté psychologique. On va continuer, je pense, les sociétés vont continuer, mais vous allez voir, l'alternance va baisser. Ce qui est bien dommage à un moment où on a besoin de gens qualifiés. Merci, Monsieur le Président. L'avion décarboné, pardon, j'ai oublié un sujet. L'avion décarboné, je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire, grosso modo, pour nous, je sais ce que c'est d'avoir des fuels alternatifs, donc ce qu'on appelle des SAF, qui soient verts, c'est-à-dire à partir de matières végétales, ou demain des ISAF, c'est-à-dire à partir d'électrolyse avec de l'hydrogène. Et c'est ça qui permet de toutes les autres solutions. Ça va améliorer. Un meilleur moteur, ça améliore. Une meilleure aérodynamique, ça améliore. Aujourd'hui, on ne s'est pas encore volé avec de l'hydrogène. Hein. Donc on fera encore des générations d'avions traditionnels avec du kérosène pour les 30 ans qui viennent. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a un dernier inscrit pour le groupe GDR, Monsieur Julien Brougerolles. Ensuite, j'ai 2 inscrits pour l'instant pour des questions individuelles. 3 inscrits. Voilà, je tenais juste à ce qu'on ait la vision générale. Monsieur Brougerolles. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président Trappier, j'aurais 3 questions. La première, je reviendrai évidemment sur le programme SCAF. Peut-être en disant d'abord que nous partageons de notre côté votre coup de gueule ou votre appréciation par rapport à l'absence de rapport de force politique suffisant au niveau national et au niveau européen. Mais immédiatement en posant 2 questions qui découlent de cette situation, quelles seraient les conséquences concrètes pour l'industrie française d'un retrait ou d'un échec du projet SCAF, et surtout comment sécuriser les compétences et l'emploi, la charge de travail en France en cas de retrait de ce projet. Ma deuxième question porte sur l'accord qui a été conclu par Dassault, le partenariat stratégique avec l'entreprise indienne Tata Advanced Systems, prévoyant le transfert de production en Inde des fuselages des Rafales destinés à l'Inde et à d'autres marchés internationaux. Ce partenariat fait craindre aux syndicats une délocalisation à terme vers l'Inde d'une partie des Rafales aujourd'hui fabriquées en France, au risque d'une perte de compétences et de souveraineté. Donc, quels éclairages et garanties pouvez-vous apporter sur ce point? Et ma troisième question portera, qui est plus locale, portera sur la question de la maintenance de nos aéronefs et des relations entre Dassault et le service industriel de l'aéronautique. Le SIAE et son AIA de Clermont-Ferrand sont particulièrement demandeurs de charges sur l'entretien des organes accessoires et équipements aéronautiques. En tant que maître d'œuvre, pouvez-vous préciser si vous envisagez de renouveler ce schéma contractuel sur d'autres flottes en continuant à confier directement des charges de travail au SIAE? Évidemment, le SIAE et l'AIA de Clermont-Ferrand sont particulièrement demandeurs de cette charge sur l'entretien de ces organes accessoires. Et dans le cadre de la mise en place des contrats verticalisés avec le ministère des Armées, pourriez-vous nous indiquer de quelle manière les prestations que vous confiez au SIAE ou que vous allez confier au SIAE sont refacturées au ministère des Armées? Je vous remercie. Merci, Monsieur Brougerolles. Monsieur le Président. Oui, merci du soutien pour le SCAF. S'il n'y avait pas le SCAF tel qu'il est défini aujourd'hui, il y aurait un autre SCAF défini différemment. C'est un peu une lapalissade ce que je vous dis, y compris un NGF tout seul. Je veux dire, pourquoi depuis les années 50, on fait des avions de combat pour la France qui donnent du travail en France, bureau d'études et fabrication, et pourquoi d'un seul coup on ne peut plus le faire? On va me dire, c'est un problème budgétaire. Je vous rappelle que ce qu'a coûté le Rafale pour la France, c'est moins cher que ce qu'a coûté l'Eurofighter pour chacun des 4 pays qui ont coopéré. Donc, de toutes les manières, l'effort budgétaire, il devrait être là si on fait le SCAF. Bon, donc, c'est un sujet politique, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Mais donc, si ça ne se fait pas, on peut le faire tout seul, je le dis. Ce n'est pas un problème budgétaire, ce n'est pas un problème technique. Je prends le problème politique, ça ne me regarde pas. Mais, voilà. Donc, mais je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, on était dans le SCAF, aujourd'hui, en fabrication, Cergy fermerait. Parce que quand il faut partager, on ne va pas dupliquer. Donc,
comme on revendique beaucoup de travaux de bureaux d'études qui se valorisent beaucoup, etc., qu'on revendique aussi les essais en vol, ça va avec le bureau d'études, donc ça c'est tous les travaux que je fais à Istres, qu'on revendique l'assemblage final pour alimenter nos chaînes d'assemblage qui me sont utiles aussi bien Rafale que Falcon, qu'est-ce que je donne? Je donne alors soit toute la sous-traitance, soit je donne une partie de mes usines. Et à Cergy, par exemple, la charge, elle est plutôt Rafale. Donc s'il n'y avait plus de Rafale, j'ai plus besoin de Cergy. C'est d'ailleurs les interrogations qu'on s'est posées quand on a fermé Argenteuil. C'était est-ce qu'on ferme purement et simplement ou est-ce qu'on a parié sur le futur? On a eu raison, on parie sur le futur de Rafale et on a fait ce pari avant même que les grands contrats arrivent. Donc on a fait un pari. Voilà. Maintenant, si on me met des boulets aux pieds en permanence et qu'on me dit il faut donner tout ton travail à l'extérieur, et je ne suis même pas sûr que le futur NGF il soit exportable. Donc j'espère qu'on va faire un plus petit avion. C'est un des sujets difficiles du moment qui n'a rien à voir entre Dassault et Airbus, qui est un problème. Voilà. Un plus petit avion qui coûtera moins cher à l'unité par rapport à ce que ça pourrait être si c'était plus gros et qu'on pourra continuer à exporter. Parce que je ne crois pas que dans les 30 ans qui viennent, on arrivera à exporter, même si on fait en franco-allemand, au reste de l'Europe. Mais je peux me tromper. Vous me demandez ma conviction, je la donne. Tata, c'est une contrepartie du contrat des 26 avions Rafale qu'on a signé en début d'année. Je corrige d'ailleurs, les 114, ce n'est pas encore signé. Hein, ce n'est qu'une discussion qui débute sérieusement. On fait des fuselages. Ce que j'ai garanti à mes syndicats, c'est plus il y a de contrats export et plus il y a de charges de travail en France. Et c'est la vérité, hein, je ne vous fais pas... Voilà. Donc, évidemment, une fois qu'on a les contrats, après, ils disent il n'y a qu'à tout faire en France. Ben non, pour avoir ces contrats-là, il a fallu négocier. Et donc, il a fallu donner du travail à l'Inde. Mais au global, si vous prenez un contrat des premiers 36 avions et des 26 avions qu'on vient de signer au début de l'année, il y a plus de travail dans ces contrats-là en France qu'il n'y a en Inde. Voilà, Et troisièmement, évidemment, on gardera une chaîne de fabrication complète en France, sous réserve que la France nous passe des commandes. Si d'un seul coup la France dit qu'il n'y a plus de commandes, bon. Sur le soutien, on a eu dans l'histoire des difficultés concurrentielles avec le SIAE. Maintenant, on s'entend assez bien. On se partage le travail, principalement pour les avions plus anciens. Ils sont assez preneurs de la maintenance des avions plus anciens. Et donc on a une bonne compréhension de chantier de rétrofit, de soutien avec le SIAE, donc ça va se poursuivre, il n'y a aucune raison que ça ne se poursuive pas. Bien. Je crois que c'est bon, il me semble, sur les différentes questions. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous arrivons maintenant aux questions individuelles. Hein, c'est questions d'1 minute. Je vous propose exceptionnellement, étant donné vos contraintes de temps, qu'on prenne les 4 questions, puisque pour l'instant, en tout cas, il y a 4 inscrits à la suite. Et puis, je vous laisserai évidemment répondre le temps que vous souhaitez. Pour d'abord, Frédéric Weber, pour le groupe Rassemblement National. On m'entend. Madame la Présidente, Monsieur le Président directeur général de Dassault, l'entreprise que vous représentez est un fleuron depuis plus d'un siècle de notre industrie française. Ici, on sait faire, avez-vous dit en tapant du poing sur la table, en certifiant que vous pouviez concevoir le futur avion de combat franco-européen. Cet avion de combat de dernière génération fera donc partie intégrante de la dissuasion nucléaire qui, elle, reste et uniquement française. Au-delà des incantations du Président de la République, de quel soutien concret avez-vous besoin pour que cette production industrielle d'excellence et surtout stratégique pour la France soit française? Merci. Bien, merci Monsieur Weber. Monsieur Saint-Toul. Merci Madame la Présidente d'accueillir un commissaire de la Défense dans votre commission. Merci Monsieur Trappier pour vos propos sans faux fuyants. Je suis ici, voilà. Merci pour vos propos sans faux fuyants. En la matière... Évidemment, la France insoumise se reconnaît dans beaucoup de vos propos. Vous avez souligné le caractère non aligné ou la position très singulière de la France qui confortait peut-être votre stratégie, ou en tout cas qui s'imbriquait bien avec votre stratégie dans les décennies qui ont passé. Et vous voyez, vous analysiez peut-être une forme de réalignement qui nous inquiète également.
D'une manière générale, nous avons aussi fait part de notre plus que scepticisme à l'égard des coopérations systématiques avec l'Allemagne, puisque l'année dernière, j'ai déposé, avec mon collègue Lachaud en particulier, un amendement qui visait à lancer dès maintenant un programme français, souverain, d'avion spatial. Et nous analysons en plus en ce moment que Rheinmetall se comporte comme un ogre de la défense européenne et son partenariat avec Anduril a lieu de nous inquiéter. Donc je pose une question. Vous avez évoqué la nécessité d'un partenariat pour une navette spatiale. Avec qui, si on est fâché avec les Allemands? Merci, Monsieur Saint-Toul. Monsieur Lecamp. Oui, moi, ce sera très court. C'est que parmi les nombreuses questions que j'avais posées, vous n'avez pas vraiment répondu, même si on a parlé de Tata et on a parlé de... Il y a une petite chose qui m'a fait peur dans ce que vous avez dit, c'est si on faisait le SCAF aujourd'hui, on fermerait Cergy. C'est quand même assez inquiétant. Mais ça veut dire qu'on n'a pratiquement pas intérêt à vouloir rentrer dans le SCAF quand on écoute ça. Non, ma question c'est une question sur l'offset. Est-ce qu'au moment de la signature des contrats, des 26 et 36, vous vous engagez avec l'État indien à un offset ou un pourcentage d'offset? Et quel est-il? C'était un peu le sens de ma première question à laquelle vous n'aviez pas répondu, mais vous avez tellement bien répondu tellement longtemps que je ne vous en veux pas. Je vous remercie. Merci. Monsieur Delepinot. Merci Madame la Présidente. Oui, je reviens moi sur ma question relative au contrôle des investissements étrangers en France. Donc la problématique de la sous-traitance. Donc je reviens, j'ai cité le cas de LMB Aerospace, mais nous avons également le cas d'Atos qui préoccupe un certain nombre de parlementaires. Nous savons qu'il y a des systèmes embarqués. Les avions sont construits pour 35-40 ans. Qu'est-ce qui va se passer si jamais les branches dédiées à l'aéronautique d'Atos partent chez les Américains ou ailleurs? Et un dernier point, Monsieur le Président directeur général, concernant la relation avec les Allemands. Il y a quand même des parlementaires, des groupes parlementaires qui ont clairement dénoncé cette guerre énergétique, industrielle et institutionnelle au niveau européen que l'Allemagne fait à la France. Mais quand on le dit, on nous accuse d'être anti-européens. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Merci, Monsieur Delepinot. Monsieur Pilato. Très rapidement, Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur la question de mon collègue à propos de la refacturation du SAIE qui n'a pas eu de réponse. Merci. Bien, merci, Monsieur Pilato. Je me permets aussi, si vous me le permettez, de rebondir sur deux questions en tant que président de l'UMM. Ma question, d'abord, elle est sur... Vous avez parlé des hauts fourneaux. D'abord, je note que vous soulignez la nationalisation temporaire comme une solution possible de dernier ressort, si j'ai bien compris. Mais bon, en tout cas, c'est évidemment une question que je crois nous occupe. Mais moi, j'avais surtout une question sur la réponse à la crise de la métallurgie, parce qu'il se trouve que les dirigeants d'ArcelorMittal que nous avons auditionnés ici ont insisté sur la nécessité d'une bien plus forte protection commerciale européenne. Voilà. Et je voudrais peut-être que vous y reveniez dessus, notamment ArcelorMittal, et en tout cas pour ma part je le partage, demande absolument une baisse des quotas à droit de douane nul ou faible, et puis une reconfiguration du mécanisme carbone aux frontières. Mais voilà, je voulais vous entendre là-dessus. Et puis deuxième question, c'est sur le prix. Vous parlez du nucléaire, mais en l'occurrence, nouveau nucléaire n'est pas prêt avant 2040-45. Donc moi, la question, elle est aussi sur tout simplement la régulation des prix de l'énergie, tout simplement, même si je sais que c'est lié à l'approvisionnement énergétique. Et la question a été posée aussi, oui ou non, pour un mécanisme beaucoup plus important de régulation et tout simplement de plafonnement des prix de l'électricité pour l'ensemble des entreprises. Voilà. Ça fait beaucoup de questions. Bruno m'aidera à ne pas en oublier, même si j'ai essayé de noter. Sur le NGF, je pense que la meilleure façon d'aider, c'est d'essayer de faire ce que je demande, c'est-à-dire on y va. On ne fait pas le... Donc, ceux qui nous suivent, nous suivent. Ceux qui ne nous suivent pas, tant pis. C'est aussi simple que ça, parce que si on s'arrête... Moi, j'ai une équipe d'ingénieurs qui travaille dessus, parce qu'il y a un moment, il faut être concret. La grande politique, la grande stratégie, oui, mais il y a des ingénieurs. C'est eux qui portent la compétence. Ils ne sont pas nombreux. Soit ils travaillent pas. Et moi, je ne sais pas avoir des ingénieurs qui ne travaillent pas. Non pas parce que je ne suis pas prêt à les payer à rien faire, mais parce qu'eux, ils veulent travailler, ils veulent développer, ils sont passionnés. Donc, c'est cette attente actuelle, parce qu'ils lisent les journaux aussi, ils m'entendent et ils me parlent, hein, et je leur parle. On est très proche des équipes, hein, c'est une petite société d'assaut. Ils sont inquiets. Donc, il y a un moment donné, il faut lever cette ambiguïté, quelle que ce soit. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de lever l'ambiguïté. Pardon ? Après, on avait... là, pardon ? Le spatial avec qui ?
Ah oui, le spatial avec qui, je ne sais pas. Pas encore. Ce que je sais, c'est que, vous voyez, les Américains ont trouvé notre projet très intéressant. Je l'ai dit plusieurs fois. Il se peut que j'aille le faire aux États-Unis. Si personne, ça intéresse personne en Europe, voilà. Pour la première fois, lors du Salon du Bourget, le ministère de la Défense s'est investi. Pas le CNES, hein, le ministère de la Défense s'est investi. Et l'ESA, l'Agence européenne spatiale, m'a dit « Votre projet, c'est le bon, on vous soutiendra ». Bon, mais il faut que vous trouviez des partenaires. Donc, je cherche les partenaires. Je peux les trouver en Allemagne ou ailleurs. On va voir. Mais j'espère qu'à ce moment-là, il n'y aura pas la tentation du juste retour, de si, et puis on va partager. Et puis, voilà. Donc, on a une petite avance dans le domaine, vue par les Américains. Peut-être pas côté chinois, parce que les Chinois vont très vite. Ils sont peut-être devant. Donc, on va voir comment tout ça... En tout cas, je me félicite que le ministère de la Défense ait compris ce que je voulais faire et commencé à nous accompagner. Et c'est stratégique, hein, en réalité, c'est pas que commercial. Ensuite, il y a les offsets Inde. Oui, j'ai pas été explicite parce que j'ai pas beaucoup de temps pour répondre. On a un accord avec Tata qui est l'alimentation du contrat qui dit que je dois tant de % d'offset à l'Inde. C'est-à-dire que, alors, c'est compliqué parce que les offsets, c'est tout un mécanisme qui fait relatif à des règles où, selon ce que vous faites, vous avez des coefficients et à la fin, il faut arriver à avoir un coefficient de tant de %. Donc, pour moi, on arrive à le faire sans lâcher notre savoir-faire intime, on va dire ça. Le pourcentage n'est pas secret pour les 36 avions, c'était 50%, ça doit être à peu près pareil. Hein. Mais le problème, c'est faut pas regarder les montants, parce que derrière, c'est tout un tas de mécaniques de valorisation. Voilà. C'est important quand même, hein, y a pas de... Mais on a aussi une volonté de s'implanter en Inde. Vous voyez, nous, on ne s'implantera pas en Chine pour des raisons stratégiques, pas du tout, contrairement à beaucoup d'autres sociétés, en particulier dans l'automobile et dans l'aéronautique. Nous, donc, on va un peu en Inde. Voilà, ça permet d'être aussi en Asie et d'avoir des ouvertures vers l'Asie. Sur la sous-traitance, oui. Alors, on peut s'inquiéter que certaines PME passent dans les mains non françaises, je suis d'accord. Mais on ne s'inquiète pas de grandes sociétés qui sont déjà passées dans les mains américaines. Si vous prenez des grands noms, hein, la TECOR, c'est 100% du capital qui est américain. Oui. Si vous prenez les grandes sociétés françaises, je ne parle pas de Dassault, moi j'ai la chance d'avoir une famille qui a mis son argent dans une industrie de défense et qui le garde, qui a le retour correct et qui va bien, mais ils n'ont pas vendu, contrairement à beaucoup d'autres. Si vous prenez les grandes sociétés, et aujourd'hui je vois Thales, Thales, heureusement qu'on y est aussi avec l'État d'ailleurs, hein, on a chacun 25%, mais les 50 autres %, il y a 60% qui sont des fonds américains. Mais pourquoi ? Parce que c'est l'argent. Alors on peut dire c'est soit national, soit l'argent, on peut avoir des différences de débat, mais et si on ne génère pas des fonds en France ou en Europe qui s'investissent dans les industriels de la défense, et je rappelle qu'avant la guerre en Ukraine, il était mal d'investir dans les industries de défense. Les banques fléchaient, la Banque de France fléchait en disant il ne faut pas investir dans l'industrie de défense. Bon, donc on est en train on part à l'envers, hein, heureusement, mais les habitudes sont longues à changer. Donc voilà, on a encore un petit peu ce que j'appelle l'ère du bateau. Donc, et oui, maintenant on peut s'inquiéter du résultat et à chaque fois qu'on laisse partir une société, on fait quand même l'analyse avec le ministère de la Défense pour se dire on peut la laisser partir ou pas, et voilà les plans alternatifs qu'on pourrait développer au cas où. Voilà, mais on ne peut pas le faire en permanence. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de sociétés qui ont des difficultés de financement, de BFR, dans l'aéronautique. Hein, alors que si je prends le commercial Airbus et nous, on est en plein ramp-up. Donc on devrait au contraire avoir les gens qui se précipitent pour investir dans ces sociétés-là, puisqu'il y a des carnets de commandes qui sont pleins.
C'est un vrai sujet. Ensuite, on avait... oui, on est traité d'anti-européen. Bah, bienvenue au club. Moi aussi, je suis traité d'anti-européen. Ça dépend quelle Europe on veut. En réalité, on est tous européens. Moi, je suis né dans l'idée qu'il fallait construire l'Europe. Mais laquelle et comment? Par contre, c'est vrai que quand un Européen me dit « t'es pas européen parce que t'as pas le droit de me critiquer parce que j'achète américain », ça, au minimum, crée une certaine interrogation de ma part, et donc j'ouvre le débat. Bon, alors c'est un long processus qui va être lancé, mais pour moi, faire l'Europe, ça serait l'Europe des meilleurs. Donc on n'est pas les meilleurs partout en France, mais au minimum, il faudrait que là où on est très bon, on préserve nos compétences. Vous voyez, ça va vous rappeler le SCAF. Et il y a d'autres domaines. Alors je prends le MGCS, puisque ça a été évoqué, je ne veux pas trop en parler, mais on va créer une société commune, franco-allemande, pour faire le MGCS, comme ça on aura réglé tous les problèmes. Moyennant quoi, à la fin, c'est Rheinmetall qui tire le truc. Alors, bravo les Français. Ça, alors je fais un commentaire, je ne suis pas dedans. Mais alors en contrepartie, si on faisait ça côté français, qu'est-ce qu'on entendrait? Donc honnêtement, je pense quand même qu'il est temps de rééquilibrer ce côté-là. Ensuite, on avait la refacturation, j'ai pas compris. Le SIAE, vous pouvez peut-être répéter non, le SAE, la refacturation. La refacturation, oui, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. La refacturation. Non, c'est vous la refacturation. Là, à droite. Monsieur Brugerolles, vous voulez reposer la question rapidement? Oui, sur le modèle de refacturation en fait, de la charge que vous confiez au SIAE. On a un modèle classique, c'est-à-dire qu'en réalité, avec le SIAE, on a des accords. S'ils prennent un contrat, c'est eux qui le font. Et puis, on a ensuite des prestations qu'on se vend l'un l'autre normalement. Si les sous-traitants, c'est un service de l'État, mais on a une sous-traitance avec des coefficients qui sont validés par l'État. Les hauts fourneaux, on peut y revenir. Oui, je ne l'ai pas abordé. L'Europe, c'est l'Europe du marché. C'est pas l'Europe de la protection. Bon. Alors, elle a été créée comme ça et elle est institutionnellement créée comme ça. Il y a eu quelques changements depuis, mais enfin, ça reste quand même ça. Donc, c'est l'Europe des consommateurs face à l'Europe des producteurs. Et c'est l'Europe où on vérifie que deux pays d'Europe se font une concurrence normée. Et surtout, il faut qu'ils se la fassent. Dès que ça sort d'Europe et que ça arrive en Europe, c'est plus light, on va dire. C'est plus léger comme... bon, et face à l'arrivée massive des produits chinois, je ne sais pas si on se protège, je ne sais pas si on peut se protéger, je ne sais pas si on réfléchit. Le rapport Draghi avait dit en positif, il faut au moins aider l'industrie pour qu'elle puisse tenir le choc des deux concurrences. Un an après, il dit rien n'a été fait. C'est ce qu'il dit. Cet été, il était désespéré, Draghi. Et c'est un pro-européen quand même. Donc oui, c'est tout un modèle à bâtir. C'est pareil, on a parlé de la simplification. Je peux vous dire que pour être en contact avec tous les industriels français en permanence, grâce à l'UMM, il n'y a pas de simplification, il y a une poursuite de la complexité. Et alors là, je me retourne un peu vers vous, c'est que chaque fois qu'il y a une transposition d'une directive européenne, c'est pire en France que dans les autres pays. Donc il y a aussi une surtransposition, je vous garantis que c'est réel, d'un certain nombre de règles qui viennent d'Europe quand elles ne sont pas imaginées ici. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour tous les chefs d'entreprise d'arriver à faire face, et je vous garantis, il y a une certaine lassitude de ces chefs d'entreprise. Je parle principalement des PME. Les grandes entreprises, on fait face. Mais c'est très inquiétant. On avait le MACF pour protéger, mais il y avait des quotas carbone. Les quotas carbone sont en train de tomber. Le MSCF ne protège rien du tout. Il va falloir imaginer une Europe qui... Vous voyez bien que si Trump se fâche, on est obligé de composer. Je dis on est obligé. Je ne veux pas provoquer... Mais alors, est-ce que le traité, l'accord qui a été signé est bon ou pas? Alors, moi, on me dit c'est le moins mauvais qu'on pouvait faire. Bon, alors, comme dans l'aéronautique, on est satisfait, je dis rien. Mais on est obligé de le subir. Les deux pays que je vois qui ont beaucoup résisté, c'est la Chine et l'Inde. Voilà, ça, c'est des pays qui résistent. Bon, on ne peut pas faire la Chine, donc on fait l'Inde.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que vous avez répondu à l'ensemble des questions. Je vous remercie beaucoup. Je me permets juste une remarque sur l'acquisition par les fonds américains. On est censé quand même avoir une procédure d'autorisation d'acquisition par des fonds étrangers. On peut s'interroger sur son efficacité actuelle. Voilà, je tenais juste à souligner la question, quoi. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Je pense que c'était vraiment riche pour nous. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous.